Pour le reste, oui, bah, je vais commencer. Alors, puisque, merci beaucoup à Jacques Serrano de m'avoir invité, la pop philosophie, donc c'est quelque chose où il y a pop dedans. Normalement, Messiaen, dont on va parler maintenant, devrait être un petit peu pop, mais il se trouve qu'il n'y a pas moins pop que lui, c'est-à-dire que c'était un homme qui avait une gentillesse, paraît-il, au dire de tous ses étudiants qui ont été très nombreux, extraordinaire, solaire, certains l'appelaient même Saint-Olivier, puisque c'était Olivier Messiaen. Et on a entendu dire de choses méchantes publiquement dans sa vie que pour deux choses, eh bien pour le jazz et pour la pop music, justement. Vous voyez, il n'a absolument rien à faire ici, c'est donc d'autant plus drôle de parler de lui aujourd'hui. Comme le thème aujourd'hui était rire et chanson plus particulièrement, la pop peut devenir un peu variété. Et on va faire du top 50 avec Messiaen. Je vous explique comment c'est possible. Alors, il se retournerait dans sa tombe peut-être, mais en comptant le nombre d'articles de musicologie qui ont été écrits dans tous les pays du monde sur tel ou tel compositeur de toutes les époques, on arrive à, si vous voulez, avoir un crible objectif, c'est-à-dire statistique, de ce qui a intéressé plus ou moins les spécialistes. On peut imaginer après que le public peut plus ou moins s'indexer sur cet intérêt des spécialistes. Bref, on a pu dresser une sorte de top 50, entre guillemets, de l'intérêt des scientifiques pour tel ou tel compositeur, et donc il y a numéro 1, tel compositeur, numéro 2, etc. Et d'après vous, qui est numéro 1? Alors, de toute époque confondue, on parle de la musique d'orchestre, la musique qu'on appelle classique à la FNAC, ou savante pour les musicologues. Qui est numéro 1 d'après vous? Alors, vous voyez, pourquoi on n'est pas loin, parce que Mozart est numéro 2 et numéro 1, c'est effectivement Bach. Bach, il y a 10 000 articles qui ont été écrits sur lui. Sur Mozart, il y en a un petit peu moins. Et on remarque notamment de façon intéressante que Mozart chute de plus en plus. Dans l'absolu, il est toujours numéro 2, mais il a tendance à reculer. Et le numéro 2 depuis, disons, à peu près 20 ans, si on regarde juste les articles écrits depuis 20 ans, c'est plutôt Chopin maintenant. Et d'après moi, ça signe un peu l'intérêt de notre époque qu'on peut appeler postmoderne pour les émotions, parce qu'on parlait des émotions, et l'amalgame qu'on fait aujourd'hui entre l'humain ou l'animal, mais si vous voulez, l'animalité, l'organique dans ce qu'il a de positif, supposé positif, à l'émotion. Il est rare aujourd'hui de considérer que ce qui n'est pas émotif est humain. Alors qu'à une époque, on pouvait considérer qu'il faut être humain sans avoir d'émotion. Mozart, on peut considérer qu'il a un intérêt sans émotion et qu'il fait plus que nous donner de l'émotion. C'est-à-dire nous donner de la joie, et vous savez que la joie n'est pas forcément une émotion pour tous les philosophes, c'est une émotion déjà très particulière pour Spinoza qui a catégorisé les émotions dans son éthique. Et pour l'Orient, tout simplement, pour le bouddhisme, la joie n'est pas une émotion, c'est justement l'état dans lequel vous vous retrouvez quand vous arrivez à aller au-delà de vos émotions qui pour eux sont des exaltations, si vous voulez, un peu fiévreuses. Donc la joie, si vous voulez, c'est l'état mystique naturel selon le bouddhisme, et un peu selon Spinoza et certainement aussi selon Messiaen d'ailleurs. Alors Messiaen, en fait, lui, il arrive numéro 19 au top 50. Ce qui est quand même pas mal, parce que numéro 19, si vous voulez, c'est la première place pour un compositeur contemporain. C'est-à-dire un contemporain, ça veut dire après la Deuxième Guerre mondiale. C'est ce qu'on appelle la musique contemporaine. C'est le compositeur de musique contemporaine sur lequel on a le plus écrit. Et pourtant, si vous étiez tous honnêtes ici, et que je vous demandais un par un, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Messiaen? Je pense que tout le monde ne dirait pas oui. Une fois, j'étais en train d'écrire un bouquin sur Messiaen il y a quelques années, et j'ai rencontré un collègue dans le TGV qui était un homme cultivé, en principe un universitaire, géographe, certes pas un musicologue. Il avait un instrument de musique avec lui, un oud, ce qui correspondait bien à la mode de la mondialisation, de faire de la musique du monde, etc. Et je lui ai parlé de Messiaen, et non seulement il n'avait jamais entendu de musique de Messiaen de sa vie, alors qu'il était un oudiste, un musicien confirmé,
mais en plus, il n'avait jamais entendu le nom de Messiaen. Rien, jamais. Donc ça relativise quand même l'importance de la musique contemporaine. Et pourquoi, d'après moi, c'est que je pense que à partir des années 50, l'intelligentsia, la bourgeoisie cultivée, s'est progressivement désolidarisée peu à peu de la musique atonale, de la musique abstraite moderne. Et en 68, le divorce a été définitivement prononcé officiellement entre l'intelligentsia et cette musique d'orchestre contemporaine. Il y a eu des signes de ça, par exemple quand Andy Warhol, vous savez, quand le monde de l'art s'est déporté en gros de Paris à New York et que Andy Warhol était tellement à la mode, on va dire autour de 68, à qui s'est-il officiellement associé, si vous voulez, publiquement? C'était non pas à Ligeti ou à John Cage, l'américain contemporain, c'était à Lou Reed et au groupe Velvet Underground. Donc à partir de ce moment-là, le rock, la pop est devenu possible comme, on va dire, comme vraie musique intelligente et philosophique, si on peut dire, musique à la pointe d'avant-garde pour les intelligentsiens. Et du coup, la musique contemporaine est devenue un art muséal et marginal. Bon, il y a des théories, si vous voulez, sociologiques qui le chiffrent ça exactement, comme quoi il n'y a absolument plus aucun public pour la musique contemporaine. C'est un milieu, comme dit Pierre-Michel Menger, autophage, où des compositeurs finalement vivent de subventions et dans leur public il y a d'autres compositeurs, etc. Dans ce contexte, Messiaen n'a qu'une importance finalement assez ambiguë. Mais, voilà, pourquoi a-t-il pu, lui, être un peu plus célèbre qu'un autre contemporain? C'est ce dont on va parler, et notamment à travers cette affaire d'Oiseau. Alors déjà, on va écouter une pièce qui est la dernière pièce qu'il écrit pour orgue, parce que vous savez que Messiaen était un compositeur qui a beaucoup écrit par rapport à d'autres de son époque pour l'orgue. Il a écrit ça en 84, c'est un compositeur né en 1908, mort en 1992, donc en 84 il commençait vraiment à se faire un peu vieux déjà. Et c'est sa dernière pièce qui est le livre du Saint-Sacrement, et là c'est la fin qui s'appelle Amen et Alléluia finale, il n'y a rien à voir là-haut, là, c'est juste ma liste de lecture. Et on va écouter, donc pour ceux pour rappeler à ceux qui n'aiment pas la musique atonale, qui ne l'aiment décidément pas, voilà ce que c'est que de la musique atonale pour orgue. Vous allez voir que la fin a quelque chose de très saisissant. Il a écrit ce qu'on appelle des clusters, c'est-à-dire finalement des sons extrêmement rapprochés. Vous savez qu'en musique, quand vous rapprochez trop les sons, ça devient dissonant. Là, il faut rester à distance respectable les uns des autres pour que ce ne soit pas trop dissonant. Et ce cluster final est répété 7 fois, donc il y a quelque chose d'obstiné là-dedans. Et en fait, ça veut dire Amen, Amen, Amen pour Messiaen. Et il a créé cet Amen d'un point de vue sonore, parce que pour Messiaen, qui est un mystique, si vous voulez, particulièrement illuminé, catholique, Amen est un son créateur. C'est-à-dire que, en disant Amen, vous créez quelque chose à l'idéal. En tout cas, dans des époques où vous pouvez imaginer cela. Pour Messiaen, Amen, c'est vraiment le verbe avec un grand V, au sens du premier premier verset de l'Évangile selon saint Jean, que Messiaen a lu et relu et relu. Vous savez que ça commence par « Au commencement était le Verbe ». Ça veut dire que pour Messiaen, pour la tradition catholique, pour la tradition chrétienne d'ailleurs plus généralement, le monde, l'univers a été créé par un son, d'où le verbe. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un verbe? C'est le son qui agit, un verbe, le son créateur, qu'on retrouve dans le Om des bouddhistes, n'est-ce pas, et dans l'Amen des chrétiens. Et donc voilà l'Amen selon Messiaen.
appelé Pierre Courant. Donc tout ça pour vous dire que Messiaen, s'il a été finalement un peu plus connu, à mon sens, que d'autres, c'est parce que même dans un siècle rationaliste comme a été le XXe siècle, dans un pays plus rationaliste encore parce que plus jacobin et qui a décapité quelque part le roi des croyants français qui était le roi de France, il n'était pas de bon ton d'être un catholique, disons en 1965 par exemple, dans un siècle scientiste. Il était moins de bon ton d'être catholique en France que dans peut-être n'importe quel autre pays du monde. Or, on a toujours accordé aux musiciens le droit, quelque part, d'être dans la magie, parce qu'il est bien connu qu'il y a des origines magiques à la musique. On a commencé à faire de la musique dans le cadre de rituels magiques. Et si à un moment on peut faire de la magie, ben c'est bien dans la musique. Mais il est quand même vrai que si Messiaen est devenu célèbre, c'est pas grâce aux Français, mais plutôt à des peuples plus croyants, plus, majoritairement croyants et éventuellement plus puritains que les Français, comme les Américains par exemple. Messiaen a eu beaucoup de succès en 1949, quand il a créé une pièce qui s'appelait Turangalila Symphonie, qui est une pièce qui n'a pas été créée, c'est-à-dire exécutée pour la première fois en France, mais aux États-Unis, dans le Massachusetts. Or, cette pièce, si vous voulez, s'appelait l'Ascension, donc l'ascension du Christ, et ça a été un ascenseur aussi pour Messiaen, parce que les Américains, peut-être puritains, peut-être les WASP, les White Anglo-Saxon Protestants, ont été suffisamment sensibles au fait qu'on écrive encore une pièce comme ça qui parle de l'ascension du Christ et qui plus est dans un langage qui s'autorisait des sonorités romantiques, c'est-à-dire avec des cordes, des violons qui tiraient leurs archets langoureusement, tout ça pour montrer l'ascension du Christ. Les Américains ont apprécié. Ça, c'était l'Ascension qui a été applaudie. Alors, on a, à ce moment-là, commandé Turangalila Symphonie à Messiaen, qui a créé ça toujours aux États-Unis en 1949. En 1949, le Japon était occupé par les États-Unis, rappelez-vous, après Hiroshima. Et la radio d'occupation américaine au Japon a passé Turangalila Symphonie. Les Japonais, certains d'entre eux, comme les futurs compositeurs contemporains japonais, comme Takemitsu par exemple, ont entendu Turangalila Symphonie, ont flashé dessus, si vous voulez, du point de vue, disons, auriculaire. Et de cette façon, Messiaen est devenu très célèbre aux États-Unis, puis en Angleterre par capillarité anglo-saxonne, et au Japon, ça a triangulé la planète, et finalement, les Français ont fini par se dire, finalement, ce Cubelli, là, on n'aime pas trop les Cubelli, hein, ils sont poussiéreux, etc., mais ils ne sont pas républicains. Eh bien, peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec lui, puis il a eu une gloire, entre guillemets, hein, évidemment, progressive jusqu'en France plus tard. Mais finalement, grâce à son illumination catholique. Voilà. Alors, je dis que c'est un compositeur illuminé, mais il n'était pas non plus que poussière, si vous voulez, du culte ancien. C'était quelqu'un qui était dans une vision, disons, très glorieuse de la foi, et dans une vision déjà un peu New Age, si vous voulez, alors qu'il était avant le New Age. Et finalement, qu'est-ce que c'est que le New Age? C'était la spiritualité des années 70, puis 80, l'ésotérisme, comme on l'a appelé après, qui est une sorte de mondialisation de la spiritualité, avec un peu de chamanisme, un peu de bouddhisme, des chakras, le Christ qui est le super bodhisattva mondialisé, alors du coup l'Occident continue de régner via le Christ sur la spiritualité de cette façon. Et le New Age, finalement, qui est cette spiritualité revisitée par la fin du XXe siècle et qui continue aujourd'hui avec une notion d'énergie et compagnie, ou à travers même le yoga, est quelque chose qui n'est pas étranger à la pensée de Messiaen, parce que Messiaen ne s'intéressait pas au catholicisme comme à quelque chose de punitif, vous savez, de sanglant, de Christ sur sa croix, mais plutôt du point de vue, on va dire, de la lumière et de l'amour pur. Messiaen met le mot amour dans beaucoup de sous-titres de ses œuvres. Par exemple, sa dernière œuvre qui s'appelle Éclair sur l'au-delà, qui a été, disons, achevée en 1991. Il y a une partie de 5e mouvement qui s'appelle Demeurer dans l'amour.
Et si vous voulez, on peut juste écouter un peu le début de Demeurer dans l'amour et vous allez voir ce que peut être finalement une musique, entre guillemets, ésotérique, et dont le romantisme des violons qui sont très languides à se tirer lentement vient au service de l'évocation du paradis, si vous voulez, où le temps n'existe plus et où tout n'est que béatitude. Alors là, on est dans un super circuit de la récompense, c'est le circuit de la récompense absolue. Il y a un accord qui est fixe, alors qu'il est censé être très instable, cet accord. C'est comme si une grenade, une instabilité absolue, était figée dans l'espace, et donc la fin du temps. Alors, retenez le son romantique à nouveau. Rien que les violons, c'est romantique, si vous voulez, en soi, quand ils sont dans cette longueur, cette tenue. Ça, c'est ce qui va se passer après l'Apocalypse, selon les sciences. Pour tout le monde, on sera là-dedans. Tant mieux. Alors, vous voyez, quand je vous dis qu'il y a quelque chose d'ésotérique chez Messiaen, il y a même quelque chose de futuriste, c'est-à-dire une spiritualité un peu futuriste et liée à la notion d'astronomie. Vous savez, dans l'esprit New Age, tous les gens qui sont dans le New Age non seulement croient en au-delà, au chakra, etc., mais ils croient aussi aux extraterrestres. C'est-à-dire qu'ils pensent que les extraterrestres, eux aussi, sont, disons, dans une communauté de vie universelle, je parle au sens de l'univers, tous finalement soumis à la même hiérarchie, on va dire, spirituelle, à des besoins d'évolution spirituelle, etc. Et quand vous entendez cet instrument de prédilection de Messiaen, qui n'est pas simplement l'orgue, mais aussi les ondes de Martenot, on entend un son vraiment futuriste. Alors ça, c'est dans Turangalila Symphonie, justement. Les ondes de Martenot, c'est un instrument qu'il adorait, qui est un des premiers instruments électriques qui existait avant la Deuxième Guerre mondiale. C'est l'ingénieur français Martenot, qui a fait la Première Guerre mondiale, a entendu des bruits parasites de radio dans les tranchées. Il s'est dit, tiens, est-ce qu'on pourrait faire de la musique avec ça? Et il a fait un instrument qui a ces continuums sonores qui sonnent un petit peu comme la musique des petits hommes verts, si vous voulez. Parce qu'un autre ingénieur, en même temps, a fait un instrument très similaire, c'était Léon Perlman, qui était un russe, sur un front ami. Les Russes étaient alliés aux Français pour la Première Guerre mondiale, et un front plus éloigné. Et Léon Perlman a inventé un instrument qu'il a exporté aux États-Unis, qui s'appelait le theremin aux États-Unis. Et les Américains à Hollywood se sont tout de suite emparés du son du theremin pour tout de suite illustrer tous les films de science-fiction qui existaient déjà dans les années 30, les films depuis les années 40-50. Quand vous avez peut-être vu le film Mars Attacks, qui est une parodie des petits hommes verts, n'est-ce pas, par Peter Jackson, je crois. Non, pardon, excusez-moi. Vous voyez que je ne suis pas spécialiste de cinéma. Bref, ce cinéaste qui fait des choses parodiques et souvent assez morbides. Eh bien, dans Mars Attacks, on entend un bruit de theremin qui est le bruit des musiques de films de science-fiction. Les ondes Martenot, c'est assez proche. Alors voilà ce qu'en fait Messiaen en 1949 dans Turangalila Symphonie. Il séduit aussi les États-Unis de cette façon-là. Finalement, l'oiseau pour Messiaen, une façon de dire que ça n'a rien à voir avec l'oiseau dont on a entendu parler tout à l'heure, c'est-à-dire un oiseau éthologique, zoologique, qu'on essaie de voir de façon rationnelle. La vision de l'oiseau par Messiaen, c'est une vision ésotérique.
Messiaen appelait les oiseaux les petits serviteurs de l'immatérielle joie, pour vous dire. Ah, donc ça montre bien ce que c'est. Pour Messiaen, un oiseau, c'est un super catholique. C'est-à-dire quelqu'un qui chante à la gloire de Dieu tous les matins et tous les soirs, c'est-à-dire qu'il va à la messe 2 fois par jour, lui. Et alors pour lui, Dieu, c'est le soleil. On le salue à son lever et on le salue, pour Messiaen, hein, c'est sa vision, à son coucher. Donc en fait, il n'est même plus question d'agréable ou d'utilitaire, il est question finalement de louange, c'est-à-dire de transcendance qui est accordée à l'animal dans ce cas-là. C'est-à-dire que pour Messiaen, la foi n'est pas l'apanage finalement de l'homme. Elle peut exister chez les oiseaux, mais pour une foi naturelle, d'après lui, chez toutes ces petites foules zélées. Voilà. Alors, puisque Messiaen a cette vision, on va dire, illuminée, catholique, mais aussi ésotérique, qu'est-ce qui l'intéresse dans l'oiseau? Mais parce que l'oiseau, ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, est un animal qui peut chanter d'une façon singulièrement aiguë et rapide par rapport à bien d'autres animaux et par rapport notamment aux humains. Du coup, quand vous êtes comme Messiaen dans une hiérarchisation des sons, quelque part, plus c'est haut, plus c'est céleste, avec la métaphore du ciel en haut et puis de la terre en bas, et puis il vaut mieux aller vers le ciel, du coup, les aigus, quelque part, sont plus souhaitables que les graves. Ça ne veut pas dire que Messiaen renonce au grave, mais ça veut dire qu'il s'égrée à bon nombre d'oiseaux d'être des virtuoses de l'aigu qui électrisent complètement l'oreille. Avec cette, vous avez entendu le bruant zizi tout à l'heure, à quel point il est rapide à répéter les notes. Pour un musicien, répéter des notes rapidement, c'est pas rien, si vous voulez, ça demande une énorme énergie. Répéter un son simplement au piano, c'est très difficile. Ça demande une virtuosité. Alors, je vais pas vous... Est-ce qu'on réécoute un peu du bruant zizi? Parce que figurez-vous qu'on est tous sur le bruant zizi, finalement. Alors, ou pas, voyons. Excusez-moi, c'est fort. Encore plus rapide maintenant, écoutez. Maintenant, mettez-vous non plus à la place d'un scientifique en écoutant ça, ou à la place d'un musicien. C'est oh là là, si je prends ça à la dictée, à la volée, parce que vous avez Messiaen très souvent avec les oiseaux, il essayait de prendre sur une partition les notes des oiseaux. Je ne sais pas s'ils notaient vraiment des notes, parce qu'est-ce qu'ils ont des notes, ces oiseaux? Pas vraiment précisément, mais les rythmes peut-être davantage. Il était impressionné par ce qu'on pourrait appeler l'énergie musicale des oiseaux. Alors d'un point de vue ésotérique, vous savez que les gens, souvent, ils sont dans ces hiérarchisations des choses peut-être un petit peu pudifondes à nouveau. C'est ça que moi je reproche à l'ésotérisme, c'est qu'il y a des gens qui vibrent plus ou moins haut, et donc il faut aller vers ceux qui vibrent haut, et puis laisser tomber ceux qui vibrent bas, qui vous tirent par les pieds, etc. Donc on retourne vers une sorte de puritanisme New Age, quelque part. À quoi bon? Mais si vous voulez, pour Messiaen, il est clair que l'oiseau vibre haut et plus haut que n'importe quel chanteur. C'est ça qui est intéressant, c'est pour ça qu'il est proche de Dieu. Alors, si on prend la fauvette Pichou, par exemple, regardez à quelle vitesse, alors il ne s'agit même pas simplement de répéter une note, dans le cas de la fauvette Pichou, elle change les notes très rapidement, et il y a vraiment un brio, on va dire, d'articulation des notes dans son cas. Alors là, elle est un petit peu mélangée au son d'autres oiseaux, dont un pigeon. Mais quand même. Alors là, c'est la reçoit les farbales, cette fois-ci. Vous voyez, cette rapidité d'élocution, et on va dire, puisqu'il faut donner le mot, il y a une virtuosité, en fait, qui est admirée par Messiaen, tout simplement aiguë et ultra-rapidité chez certains oiseaux, pas tous, évidemment pas chez les corvidés, bon, c'est l'inverse, dans ce cas-là, ils sont lents et graves, mais chez certains oiseaux comme ceux-là qui sont les oiseaux préférés de Messiaen. Tout à l'heure, on va entendre le loriot, 2 pièces, on va entendre le merle noir, 1952, et le loriot, qui est un des oiseaux, le catalogue d'oiseaux de Messiaen. Messiaen a tellement aimé les oiseaux progressivement qu'il les a catalogués, qu'il les a mis les uns après les autres dans une œuvre écrite entre 56 et 58.
Ça s'appelle catalogue d'oiseaux. Bon, c'est des oiseaux plutôt des régions européennes. Ensuite, Messiaen s'est intéressé plus tard à des oiseaux du monde entier. Alors, le loriot, lui, c'est un des oiseaux de catalogue d'oiseaux. Et écoutez, donc une partie où on voit bien que ce qui intéresse Messiaen dans la traduction de ce loriot au piano, ben, c'est l'aspect virtuose, aigu et rapide, comme ce qu'on vient d'entendre avant. Et à la fin de cet extrait atonal, c'est de la musique atonale, ça, il y a une surprise, vous allez voir. Là, ce sont des accords de musique tonale. Si vous voulez, c'est des accords parfaits. Alors, c'est très étonnant comme ça que Messiaen se soit autorisé, alors que c'est un compositeur moderniste qui ne fait pas de musique tonale, à réemployer des accords parfaits, c'est-à-dire des accords de la musique du 19e siècle, alors que lui, c'est un compositeur qui, normalement, s'interdit ce genre de choses parce que ce n'est plus de son époque. Vous voyez, il est responsable vis-à-vis de l'histoire de la musique. C'est ça le modernisme. C'est aussi s'interdire les choses trop anciennes. Et là, il s'autorise à nouveau des accords parfaits. Donc on a envie de penser comme ça que l'oiseau a permis à Messiaen finalement non seulement un ancrage, un réancrage dans la nature, et on va voir de quelle façon plus précisément après, mais ça lui a donné une sorte de licence esthétique pour redevenir romantique autant qu'il pouvait le fantasmer. Et de cette façon d'ailleurs pour reconquérir un certain petit bout de public. Si je suis romantique, vraiment avec des accords de la musique du romantisme du 19e siècle en musique, le romantisme c'est le 19e siècle. Si je m'accorde ces accords romantiques à nouveau de temps en temps, c'est pas grave, parce qu'ailleurs je suis moderniste et dans l'ensemble on ne pourra pas dire que je suis un compositeur ancien, parce qu'il y a quand même des passages atonaux. Alors pourquoi est-ce que ces accords, encore d'un certain point de vue, ils sont assez rares chez Messiaen, ces accords parfaits? À mon avis, s'il s'est autorisé ces accords dans cet oiseau-là, le loriot, je pense que c'était un clin d'œil à sa femme numéro 2, sa seconde femme, Yvonne Loriot. Donc, c'est une façon de dire, toi, Loriot, tu es cet oiseau, mais tu es aussi ma femme. Et tu es une créature romantique parce que je t'aime, parce que notre histoire d'amour a été très romantique, puisqu'ils ont eu un amour contrarié. Elle était étudiante au conservatoire, lui, il était jeune prof au conservatoire, il n'était pas son prof à elle, mais il était marié à une autre femme, lui, il a dû attendre la mort de sa première femme pour épouser Yvonne. Il y avait quelque chose de Tristan et Iseult dans leur histoire, il y avait un amour très contrarié, puis finalement il y a eu une happy end qui était la mort de la première. Bon. Mi était sur, comme elle était surnommée. Et donc il y a quelque chose de romantique dans Loriot, c'est-à-dire dans sa femme, Yvonne Loriot, dans le fait qu'elle est pianiste, c'est une pianiste virtuose, elle est devenue après elle-même professeure au Conservatoire de Paris, ils s'étaient rencontrés tous les deux, c'est une grande pianiste, et elle a créé toutes ces pièces pour piano. Pourquoi Messiaen a autant écrit, finalement, de transcrits ou stylisé des chants d'oiseaux, non pas à la flûte particulièrement, mais au piano? Bah, la flûte, c'est la première idée. Vous savez, c'est Prokofiev, l'oiseau de Pierre et le Loup. Forcément, première idée, un oiseau, c'est la flûte. Bah oui. Ok. Mais si vous mettez ça au piano, c'est quand même le degré de stylisation supérieur, parce que le piano est plus éloigné, a priori, dans son timbre, puisque c'est un instrument à percussion des chants d'oiseaux, peut-être, mais au moins il traduit l'extraordinaire puissance sonore, l'énergie musicale dont on parlait tout à l'heure, par ces percussions cristallines, justement. C'est une traduction de cette énergie. Et aussi, tout simplement, ça fait un écart. Vous savez qu'en art, il faut faire un écart pour que ce soit intéressant. Autrement, bon, c'est de la transcription. Autrement, c'est quoi? C'est de l'imitation pure et simple. Et c'est aussi une façon de donner à sa femme un rôle de créatrice de toute cette histoire de Molière.
Après, peut-être qu'à la fin, on aura le temps de parler de l'aspect mythique ou fabuleux au sens de la fable de la vie de Messiaen, où finalement on a l'impression que ce qu'il a vécu était préparé d'avance pour lui, comme si Messiaen était un messie en plein siècle rationaliste, balancé comme ça pour réévangéliser les peuples. Il y a quelque chose, alors ça n'aurait pas étonné Lévi-Strauss, parce que Lévi-Strauss nous dit que dès qu'il y a du mythe, il y a de la musique et réciproquement. Donc Messiaen, de ce point de vue-là, est vraiment musicien, parce qu'il y a beaucoup de mythes dans sa vie. Notamment le fait d'un gars qui est très ornithologue dans ses goûts et qui finit par épouser Yvonne Loriot. Hein, c'est comme si à la fin de la flûte enchantée, on est content parce que Papageno épouse Papagena. C'est un mythe qui devient réalité. Alors, ce qui est le plus important finalement dans la possibilité de revenir au piano pour Messiaen, et donc de revenir à un certain son romantique, et donc à une certaine possibilité de reséduire les populations, les auditeurs, parce qu'avant ce romantisme réinoculé par le piano dans la musique contemporaine, il y avait des compositeurs qui ne voulaient même plus du piano, c'était l'instrument bourgeois, ancien. Varèse avait dit « oublions le piano ». Stravinsky avait laissé tomber complètement la résonance du son. Il ne faisait que des musiques sèches. À dessein, c'était pour ça, pour lui, le modernisme. Par exemple, dans The Rake's Progress, qui est l'unique opéra célèbre de Stravinsky, la résonance même des violons est l'ennemi de Stravinsky. La preuve, suprême humiliation pour les violons, qui sont normalement les grands héros de l'orchestre. Ouverture de The Rake's Progress, les violons plaquent un accord, ensuite ils se taisent dans toute l'ouverture, et à la fin ils plaquent l'accord final et c'est fini. C'est terrible, c'est comme si, c'est pire que s'ils ne jouaient pas. C'est-à-dire qu'ils montrent à quel point ils passent au second plan. Or, Messiaen, dans les années 50, revient à la résonance du piano. Alors, pour bien se persuader que la résonance, c'est tout ce qui est important dans le piano et dans le son romantique, il faut se rappeler la sonate dite Clair de Lune de Beethoven 1801, où si vous jouez sans la pédale, ça fait quoi? Quelque chose qui n'est pas romantique du tout. Non, quelque chose Et donc, il faut rajouter la pédale de résonance. Et cette sonate 1801, donc c'est vraiment le début du 19e siècle, moi je vous prétends qu'elle a été composée rien que pour la pédale de résonance, pour qu'on puisse entendre ça. Du coup, il y a une profondeur de son. C'est pour ça qu'une sonate peut commencer par un mouvement lent, parce que d'habitude, elle peut commencer toujours par un mouvement rapide, parce qu'il faut que ce soit lent pour qu'on ait le temps d'entendre résonner justement les sons. Et pourquoi ce thème est si simple après, celui-ci? Parce qu'il ne faut pas que les notes s'embrouillent avec la pédale de résonance. Justement, bref, cette sonate Clair de Lune, c'est la sonate résonance. Et le nouveau son, l'extraordinaire invention de Beethoven, on va dire, il y avait d'autres exemples avant lui, mais en 1801, c'est le son romantique sous forme d'écho. C'est Jean-Luc Nancy, le philosophe, qui nous dit, à propos de l'écho que vous connaissez, avec la résonance derrière, que l'écho nous dit la nature de l'homme. On comprend qui on est avec l'écho du son. C'est comme si, en fait, on prenait l'allégorie de la caverne de Platon et qu'on lui donnait une variante sonore comme ça. Le romantisme, c'est l'écho, finalement. Donc, ce sont des accords, ce sont des sonorités ordonnées avec des accords parfaits, mais c'est aussi un son, et ce son, donc, Messiaen s'autorise à le réavoir, et notamment grâce à l'oiseau qui lui permet de réécrire au piano avec de l'écho. Alors, dans le concert que vous entendrez tout à l'heure, il y a soit des chants d'oiseaux, soit des passages où Messiaen décrit des choses autour des oiseaux, des rochers, etc. Et dans ce cas-là, il y a des lents accords avec de la résonance. Et quand l'oiseau arrive, en général, il y a une seule voix et très rapide et plus aiguë. Et puis après, il y a des accords qui décrivent quelque chose ou des affects, etc. Alors,
maintenant, je voudrais dire assez rapidement que Messiaen, finalement, donc, a l'air très sympathique avec ces petits oiseaux qui nous évoquent tous l'enfance, puisque, bon, les animaux, c'est un sujet sérieux, comme on l'a vu tout à l'heure, mais on est d'accord que pour tous ici, il y a quelque chose de forcément sympathique dans l'animal, puisque c'est l'ami des enfants, puisque les peluches des enfants ne sont pas en forme de meubles, ne sont pas en forme de tour Eiffel, mais ils sont en forme d'animaux la plupart du temps. Et c'est Freud qui, dans Totem et Tabou, en 1912, nous remarque que l'homme primitif, comme il dit, a un rapport à l'animal qui est très proche de l'enfant dans son rapport à l'animal, c'est-à-dire l'animal est tout ce qui compte pour lui. C'est une notion qui peut être en rapport avec une sorte d'animisme qu'il y a chez les peuples anciens, et donc aussi chez tous les enfants. Tous les petits-enfants sont animistes, et tous pensent que les animaux sont plus importants finalement que tout, à part leurs parents. Alors Freud développe, pourquoi? Parce que les enfants petits n'ont pas d'inhibition, a priori les animaux non plus, ils peuvent se balader tout nus, les petits-enfants de 2 ans, faire pipi partout, les animaux aussi, et on l'accepte de leur part. Bref, quand on parle d'animaux, on est content parce que ça nous rappelle, d'un point de vue hyper affectif, à tous ici notre hyper enfance. Donc parler de petits oiseaux pour Messiaen, c'est une façon de refaire une musique avec une part hyper affective à une époque dans les années 50 où la musique était partie dans une veine hyper non affective, c'est-à-dire dans un intellectualisme, un pic, si vous voulez, d'abstraction tel que la musique ne l'avait jamais conçu avant, même pas en 1910, et qu'elle ne retrouvera jamais après jusqu'à présent. À Darmstadt, vous savez, au lieu de la musique moderniste, où Messiaen a participé d'ailleurs, et vous verrez que dans ce qu'on écoutera tout à l'heure, c'est-à-dire le Merle Noir 1952, c'est la fin de sa période la plus ascétique, et vous verrez que c'est beaucoup plus difficile d'accès que le Loriot, justement. Bref, l'oiseau a permis de mettre de l'eau dans son vin à Messiaen via la résonance, et bon, il s'est mis à cataloguer ces oiseaux tellement il a vu l'intérêt qu'il pouvait avoir dans son œuvre comme médiateur extraordinaire. Et finalement, est-ce que l'oiseau, on disait tout à l'heure, a besoin de Messiaen? Certainement pas. Mais Messiaen a terriblement besoin d'eux, finalement, en tant qu'il a besoin de ces petits médiateurs ailés. Non seulement Messiaen a besoin d'eux, mais toute la musique, finalement, de Darmstadt pourrait avoir eu besoin d'eux, selon Messiaen. Prenons un exemple. Il y a des notions très modernistes que le public a du mal à entendre dans la musique des années 1910, puis dans les années 1950, c'est-à-dire les pics de modernisme du XXe siècle. 1910, Schoenberg, 1950, Boulez, Messiaen, Stockhausen, etc. L'ostinato, par exemple, c'est la répétition frénétique. Ça, c'est le truc de Stravinsky dans le Sacre du printemps. Ben, les oiseaux répètent souvent, on a entendu le Bruanzini ne fait que répéter. Ben, quelque part, n'importe quel oiseau qui répète est un ambassadeur de l'ostinato stravinskien. Un ambassadeur qui dit hey, attendez, regardez, c'est naturel la répétition frénétique, même si vous n'aimez pas ça. Dans la nature, il y en a partout. Bon, l'ostinato, c'est un exemple qui n'est pas le meilleur parce que Stravinsky n'avait pas tant besoin que ça des oiseaux comme consul de la Russie en France pour défendre l'ostinato. Ostinato en italien, ça veut dire obstiné, ça veut dire le fait de répéter frénétiquement quelque chose. Je vous rappelle que le Sacre du printemps, qui est l'œuvre la plus célèbre de musique d'orchestre du XXe siècle, de Stravinsky, c'est le passage le plus célèbre, c'est la répétition frénétique d'un accord, c'est celui-là. Donc finalement, c'est du pain béni finalement ces chants d'oiseaux pour l'ostinato par exemple, pour Darmstadt et notamment pour Messiaen, ils réancrent dans la nature et donc dans une légitimité très 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 ancienne un phénomène qui aurait pu être boudé par le public. Mais encore une fois, l'ostinato n'a pas été tellement boudé que ça. Le Sacre du printemps en 1913 a fait scandale, d'accord. D'accord, un critique a dit oui, c'est le massacre du tympan et pas le sacre. Bon,
mais au bout de 6 mois, c'est devenu assez rapidement célèbre. Pourquoi? Mais parce que sans la médiation des oiseaux, la répétition frénétique, les gens ont vite compris que ça signifiait des choses importantes à cette époque-là, c'est-à-dire la future industrialisation des chaînes de montage tous azimuts, le Fordisme, le Taylorisme, le staccanovisme, etc. D'un côté, c'est-à-dire l'homme dans son côté extrêmement technologique et moderniste et futuriste, et par écart extraordinaire, le contraire absolu, l'homme dans son côté hyper archaïque, biologique, organique, ancien, c'est-à-dire la sexualité par exemple, et la frénésie qu'il y a dans le coït finalement. Je ne dis pas que tous les coïts sont frénétiques, mais vous avouerez que si vous y réfléchissez, le fait de rentrer, sortir aussi rapidement, même pas si rapidement que ça, c'est quelque chose d'absurde. C'est de l'ostinato. Et pour, on va dire, il y a quelque chose qui résonne avec la sexualité, et donc, où le battement d'un cœur, c'est ostinato, en principe, vaut mieux. Donc, voilà, c'est très humain, et en même temps, c'est très technologique. Donc, l'oiseau n'a fait que rajouter un petit peu de son aval à l'ostinato, qui n'en avait pas tant besoin que ça. Mais il y a des notions qui avaient plus besoin d'être réancrées dans la nature, renaturalisées, rejustifiées que l'ostinato. C'est des notions propres à l'école de Vienne. L'école de Vienne, c'est Schoenberg, c'est Berg, c'est Webern, c'est les 3 compositeurs, on va dire, qui ont fait scandale à chacun de leurs concerts, presque sans aucune exception. C'est ce que raconte le livre d'Esteban Bourg, Le cas Schoenberg, où ces gens ont toujours été en porte-à-faux avec le public, systématiquement, presque sans aucune exception, sauf les 2 opéras de Berg et Pierrot Lunaire de Schoenberg. Qu'est-ce que le public reprochait à cette musique des Viennois? C'est que c'était une musique atonale, justement, c'était les débuts de la musique atonale, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de consonance, et par exemple le début de l'opus 19 de Schoenberg, c'est ça. Il n'y a plus de repères de consonance, il n'y a plus de repères de... Qu'est-ce que c'est que des repères de consonance? Ce sont des choses qui semblent être dans la nature, c'est ce que nous dit Lévi-Strauss dans la... figurez-vous, il était très musicophile dans l'introduction du cru et du cuit. Il parle de la musique sérielle dodécaphonique de Schoenberg. Il dit, c'est pas sûr que ce soit légitime, parce que les consonances, c'est dans les harmoniques des sons, donc c'est dans la nature. Et moi, je m'intéresse quand même à la nature en tant qu'anthropologue. Et donc, c'est peut-être une sorte de fabrication intellectuelle illégitime. Bon, mais les oiseaux, eux, nous rappelle Messiaen, ne connaissent pas l'octave. Ils font... Il faut pas... Vous voyez? Et donc, ils sont des consuls d'Autriche dans toutes les forêts, si vous voulez, du monde, des consuls de Vienne. Mais rendez compte, c'est extraordinaire. Surtout le merle. Tout le monde, j'imagine ici, peut-être pas. Moi, j'aime bien les chants du merle au printemps. Et il y a quelque chose, on a l'impression d'entendre une musique sérielle dodécaphonique. J'ai l'impression que c'est Schoenberg qui a composé ça, à chaque fois. Mais c'est agréable. Alors donc, les oiseaux sont ces ambassadeurs de la musique viennoise, très facilement. Un autre reproche qu'on faisait à la musique, finalement, viennoise de cette époque, vraiment la musique la plus détestée de l'histoire de la musique, mais en même temps qui a été très importante, finalement, comme invention moderniste autour de 1910. C'est le fait que c'est une musique qui s'autorisait des intervalles très disjoints. Vous voyez, quand on chante sous sa douche, normalement, la facilité vocale, c'est d'être dans le conjoint, c'est-à-dire le continu. Plus les notes sont continues sur la gamme dans une chanson, plus c'est facile à chanter parce qu'on y va de proche en proche. Si vous faites des grands écarts, c'est beaucoup plus difficile à faire et beaucoup plus difficile à entendre, surtout quand ça s'associe à des intervalles dissonants. Et c'est ce que dit Julius Bistron, qui était un homme de radio dans les années 30, c'est ce que reproche cet homme de radio à Vienne, à Berg, le compositeur. Il dit, oui, mais le problème de votre musique, c'est que les intervalles sont trop disjoints. Or, finalement, que nous dit l'oiseau? L'oiseau est un virtuose rythmique, virtuose finalement dans la rapidité
d'énonciation dans ses aigus échevelés, mais l'oiseau aussi a une capacité à répéter des intervalles extrêmement disjoints, comme ça, ce qui semble impossible à un chanteur, justement, et est très facile à entendre et à apprécier. Donc l'oiseau aussi est un ambassadeur d'Autriche pour les Indes et de Vienne pour les intervalles très disjoints, si vous voulez. Ce qu'on voit au début d'ailleurs du Loriot, dont on a déjà entendu un extrait. Le motif, alors on entend d'abord quelques accords, on le réentendra tout à l'heure, qui sont plus des accords exactement parfaits de musique tonale, mais des accords impressionnistes, comme on dit, c'est-à-dire du style de Debussy. Et ensuite, donc ça c'est pas l'oiseau, ça c'est pour camper une atmosphère, d'ailleurs c'est plus lent, plus grave, et quand l'oiseau arrive, vous voyez, c'est 4 notes, mais elles sont très disjointes. Donc finalement on a quoi? De la musique impressionniste comme ça, bien connue, Debussy, lente, agréable, connue, bien référencée. Et quand ça devient plus difficile, eh bien le référencement sera le lien à la nature finalement dans toute cette affaire. Donc en résumé, finalement, Messiaen nous permet comme ça de renaturaliser une musique qui a besoin de l'être, en tout cas selon par exemple le compositeur et théoricien François Bernard Mach. Il reproche à Boulez, par exemple, et à d'autres musiciens contemporains d'avoir quitté le modèle de nature, comme il dit. C'est-à-dire ce genre de, finalement, d'évocation de sons déjà existants et mythiques. Et le son de l'oiseau pour la musique serait un mythe très fondateur pour la musique. Bon, déjà selon Lucrèce, hein, vous savez, ce philosophe et poète du 1er siècle avant Jésus-Christ, contemporain de Jules César, comme Astérix. Donc, eh bien, Lucrèce nous disait que la musique est née de l'imitation des oiseaux. Bon. Mais même plus récemment, puisqu'on parle de pop philosophie et donc de Deleuze, et un peu à l'origine de ce terme peut-être, Deleuze nous parle de devenir oiseau dans la musique comme quelque chose de fondamental de toute musique. Le devenir oiseau. Voilà. Il reproche déjà à la musique contemporaine, dans Mille Plateaux, à cette musique d'être passée d'un devenir oiseau à un devenir insecte. C'est-à-dire quelque chose de moins mélodieux, de plus finalement méticuleux, mais inutilement peut-être. Pardon? Ouais. Donc, alors, autre chose finalement qu'a permis cette virtuosité qui renaît au piano, c'est d'avoir permis pour Messiaen donc, de développer un répertoire de piano difficile. C'est très compliqué hein, de faire ces chants d'oiseaux au piano. Et donc d'avoir offert plein de nouvelles gageures à un nombre impressionnant de pianistes. Vous savez qu'il y en a beaucoup des pianistes. C'est ce qu'on a le plus finalement aujourd'hui, peut-être plus de guitaristes avec l'aspect pop. Tous ces pianistes qui sont très nombreux dans les conservatoires, il faut leur donner un répertoire. Or, répertoire pour répertoire, ces pianistes vont peut-être préférer un répertoire dont la virtuosité semble légitime. Pourquoi ? Mais parce que dans toute notion de virtuosité, il y a toujours peut-être eu quelque chose d'animiste quelque part. Bon là, je n'ai pas le temps de développer ça, mais la virtuosité, c'est romantique. Ça renaît au romantisme puissamment. Au violon, c'est Paganini, c'est-à-dire au tout début du romantisme, que d'un seul coup, le violon est devenu quelque chose d'extraordinairement virtuose. Au piano, c'est Chopin juste après qu'il a fait ça. Le piano de Chopin est 3 fois plus dur que n'importe quelle page de Mozart à jouer, il faut le savoir. Or, on a l'impression qu'il y a un héroïsme, si vous voulez, qui motive cette virtuosité de cette époque, et qui peut-être s'associe avec une sorte de totémisme larvé et finalement sous-jacent de l'Europe occidentale de l'époque, totémisme de l'aigle. Vous savez, l'aigle est très important, associé à Bonaparte, bien sûr, et à son fils l'aiglon, mais aussi à Liszt, on compare ses mains à des serres d'aigle, mais aussi associé à Chopin, et à son profil d'aigle, dont
a moulé les cerfs. Finalement, il y a un animisme ou totémisme, mais Lévi-Strauss ne veut pas qu'on parle de totémisme, il dit que ça n'existe pas. Bon, d'accord. Alors, animisme, si on préfère. De l'aigle associé à la virtuosité, et cette fois-ci, eh bien, on a avec le Messiaen une sorte d'animisme de tous les oiseaux et de l'imitation de leur énergie fondamentale. Alors peut-être que vous allez douter qu'on puisse être animiste, nous les modernes, mais pourquoi est-ce qu'on achèterait? Est-ce que les gens qui font du marketing, eux, en doutent? Pourquoi est-ce qu'on met un lion sur les Peugeot, d'après vous? Pourquoi est-ce qu'on met un cheval sur les Ferrari? C'est pas un hasard. Est-ce que vous pensez vraiment que ça n'agit pas? Moi, je pense que ça agit puissamment, et je pense que Darwin a quelque part ajouté un totem singe, finalement, à la société, et à multiplier les totems, finalement, à la fin du 19e siècle. Bon, peu importe cet aspect. Alors, il y a un dernier... quelque chose qui a permis aussi l'oiseau, c'est aussi pour Messiaen de justifier les rythmes comme ils étaient notés au Moyen-Âge en France. Vous voyez, par exemple, on va entendre après voir un tout petit bout pour finir de Messiaen qui parle des oiseaux. Il y a un film qui a été fait. Et il dit, c'est étrange, avec une voix très haut perchée, parce que Messiaen se place dans l'aigu comme ces oiseaux. C'est étrange, ce rythme iambique, c'est-à-dire une façon de parler des rythmes médiévaux, qui résonne dans les hautes herbes de la prairie. C'est lui, parce que là il parle du râle de genêt qui fait des rythmes iambiques. Donc le râle des genêts justifie le rythme iambique. Il lui dit, la nature dit oui au rythme iambique, et donc oui au système de notation des rythmes par la France, et donc oui à la France, si vous voulez. Donc en fait, il y a quelque chose qui est territorial aussi pour Messiaen dans ce goût pour ces oiseaux, a priori eux-mêmes territoriaux. Vous savez qu'au début du XXe siècle, il était très très important pour les compositeurs de faire du folklore et des musiques nationales. Debussy a essayé de faire une musique qui n'était plus allemande à travers, elle est assez mélisante. Wagner a essayé de faire une musique totalement allemande. Bartók a voulu inventer la musique hongroise, disons d'un point de vue orchestral. C'était fondamental. Ensuite, il y a eu la Shoah qui a évidemment dit que les nationalismes folkloriques étaient des nationalismes qui mènent à la Shoah, donc ce n'est plus possible. Ça mène au génocide, c'est interdit, ce n'est plus possible. Mais l'astuce de Messiaen, c'est finalement de transcender la notion de nationalisme en territorialisme non national, un peu comme ce que fait José Bové, si vous voulez, quelque part. En permettant de revenir à une nature, mais sans être forcément de droite pour autant, ce qui était un exercice périlleux, mais il a réussi quelque part. Alors que Barès nous explique au départ que la droite et l'enracinement, c'est lié normalement. La gauche ne doit pas être dans l'enracinement selon Barès, en tout cas, c'est ce qu'il explique dans Les Déracinés. Donc finalement, Messiaen, à travers ses catalogues d'oiseaux, il a continué la démarche de musique folkloriste. Et il nous a expliqué que, vous aimez la musique folklorique, vous dites que c'est ça qui est authentique, mais moi je connais des super chanteurs, super traditionnels, super folkloriques, meilleurs que tous les autres, c'est les oiseaux. Donc il fait une musique, si vous voulez, super traditionnelle, avec des super chanteurs traditionnels que sont les oiseaux, parce qu'on est dans le thème rire et chanson. L'aspect le plus difficile peut-être à aborder, c'est la notion de couleur. Messiaen était synesthète. Il y a un petit bout, vous savez que c'était un grand professeur, dans un de ses cours, il en parle un moment de ces couleurs. Qu'est-ce qu'un synesthète? Synesthésiste, c'est quelqu'un qui voit des couleurs quand il entend des sons. Toujours la même couleur quand il entend toujours le même son. C'est une sorte de correspondance son-couleur mystérieuse, une maladie pour certains, quelque chose d'objectif pour Messiaen qui prouve l'existence de l'au-delà pour lui, etc. Alors ce qui est drôle, c'est que vous allez voir que quand il parle à ses élèves, il dit « Ah, vous entendez dans cet accord, on voit telle ou telle couleur ». Les élèves, évidemment, ne voient rien, eux, mais font semblant parce que c'est une façon pour eux de failloter auprès du prof hyper admiré, si vous voulez. Alors, où est-ce que j'ai mis ça? Alors évidemment, ça a disparu, donc je vais devoir sortir de tout ça. Bon, alors je ne l'ai pas ici, peut-être là-dedans.
C'est un peu en cliquinant la technique toujours. Pour la première. Alors, Messiaen avec ses élèves. Alors, c'est dans les années 60, vous reconnaissez le col roulé blanc d'une des étudiantes comme vraiment la mode de l'époque. C'est vraiment l'époque psychédélique. Et puis Messiaen, qui joue du Debussy. C'est beaucoup plus chaude. Vous êtes d'accord, la première est plus froide, la seconde est plus chaude. Nous sommes d'accord sur ce point. Vous êtes d'accord pour un rayonner pour la première? Ils sont toujours très inquiets pour les claveurs. Ceci me semble un orangé dans lequel il y a même des pointes bleues. Le bleu, déjà, c'est propre, mais c'est l'orangé de la vie. Oui, le Fayot qui lui a une cravate, etc. Oui, j'entends, je vois aussi. Et pourtant, ce ne serait pas forcément impossible d'imaginer que quelqu'un d'autre verrait les mêmes couleurs. Messiaen prétendait que certains artistes voyaient les mêmes couleurs que lui sur les mêmes sons, qu'il en avait la preuve. De même, il pensait que Debussy était synesthésiste comme lui, et que Reflet dans l'eau de Debussy avait été organisé avec des couleurs intérieures très précises qui Messiaen voyait aussi. J'ai d'ailleurs rencontré personnellement une personne qui était synesthésiste aussi, qui m'a dit la même chose sur Reflet dans l'eau, donc ça fait déjà 3 personnes, c'est un début de statistique, c'est mieux que 2. Bon. En tout cas, tout ça pour dire que pour Messiaen, finalement, l'oiseau est aussi une façon de justifier la correspondance son-couleur. Pourquoi? Il y a un mystère entre l'oiseau et la couleur. Il y a quelque chose qui est mystérieux là-dedans, on peut le voir. C'est un des animaux qui a tendance à pouvoir être coloré de façon un peu récréative et étrange, de façon presque, disons, outrancière par moment. Il n'y a pas beaucoup d'animaux qui sont aussi colorés qu'eux, de façon aussi courante, me semble-t-il. Alors, pourquoi est-ce que on ne voit pas de diaporama là-dedans, mais ça va être très court, hein. Bon, évidemment, ça ne marche pas tout ça. Alors... Oh. Déjà, en français, il y a une sorte de mystère intéressant, c'est que le mot oiseau est constitué des 5 voyelles principales des voyelles du français. Il y a toutes les voyelles sauf le Y, mais le Y, c'est pas une vraie, c'est un Y. Bon. A, E, I, O, U, c'est déjà énorme. Le A, le I, le O, le U, A, E, I, O, U sont tous dans le mot oiseau, et il y a une seule consonne, c'est quand même très étonnant. Vous allez me dire, bah oui, c'est un hasard, peu importe. Certes. Si vous appliquez, si vous voulez, alors là je me suis amusé à colorier le mot oiseau avec, à l'aide du premier vers du poème Voyelle de Rimbaud, qui était peut-être aussi dans une certaine synesthésie, à moins que ce poème soit une pure recherche esthétique et gratuite. Vous savez, le premier vers c'est A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu, voyelle. Donc finalement, le mot oiseau, que si vous le transposez dans la vision de Rimbaud, c'est un mot multicolore. Or, l'oiseau est multisonore. Donc, quelque part, pour Messiaen, en tout cas, c'est certain, l'oiseau est un animal multicolore, multisonore. Et donc, l'oiseau est une façon de justifier l'union entre les arts. Il nous apprend l'union entre les arts, qui est un grand paradigme au XXe siècle et encore maintenant au XXIe siècle. Vous voyez que les arts plastiques n'ont plus de limite de médium aujourd'hui. C'est plus la peinture, la sculpture, c'est tout. Ce qui définit les plasticiens, c'est l'indéfinition. D'ailleurs, quand on essaie de définir un plasticien, on se prend un point dans la figure violent. Donc, si on regarde le Martin Pêcheur pour parler trop loin, on est un peu étonné par cette sorte de fantaisie de couleurs. Et donc, pour Messiaen, c'est une invitation à aller vers une fantaisie sonore. Bon, le chardonneret, d'ailleurs, a ce terme élégant. C'est dans son nom, le chardonneret élégant. Le quetzal resplendissant, il s'appelle, c'est pas moi qui ai donné ce qualificatif de resplendissant, il s'appelle le quetzal resplendissant. C'est l'animal sacré
des Mayas, et il devient l'emblème, disons, du Guatemala, qui est très important aussi au Costa Rica. Et quand vous regardez finalement ce quetzal qui a replié ses ailes, on dirait un chiffon de peintre quelque part. Avec, là il est parti dans son vol. Quant à lui, est-ce que cet oiseau n'est pas comme une sorte de manifeste de chromoptypologie, c'est-à-dire que vous voyez comme les zones de couleurs différentes sont bien isolées, comme si on était face à un tableau de Mondrian. Et vous me direz, ben non, parce que Mondrian, c'est des couleurs primaires, et le violet n'est pas une couleur primaire, certes, mais quand même, il y a quelque chose de moderniste et de typologique, vous voyez, dans le plumage de cette créature qui est assez étonnante, et qui, pour Messiaen, vous voyez, est proche certainement de ce qu'il peut voir quand il entend un accord, d'où l'intérêt de Messiaen pour les oiseaux, notamment via la couleur. Je disais que c'était un peu la notion la plus difficile à amener. Et enfin, on va terminer, en tout cas l'aspect Messiaen, par un exemple où il va nous parler tout simplement lui-même des oiseaux, et parce que la conclusion de cet exposé, c'est ce qu'a permis l'oiseau à Messiaen, c'est surtout d'aller à la télé finalement. C'est-à-dire que la télé l'a interviewé sur quoi? Ah, est-ce que vous pourriez nous parler de vos oiseaux? Alors, pourquoi ce sujet? À cause de tout ce qu'on a dit finalement. Et principalement parce que l'oiseau c'est sympathique en tant qu'animal. Et vous allez entendre donc sa vision du râle de Genet et de sa défense du rythme iambique. La défense aussi via l'oiseau du goût de Messiaen pour l'astronomie. Il parle à un moment d'une planète bien loin ailleurs, on dirait le début de Star Wars, il y a longtemps, dans une galaxie bien éloignée. Et donc du goût de Messiaen pour l'ésotérisme via l'astronomie en ce qui le concerne. Et puis, vous allez voir aussi Yvonne Loriot derrière, leur complicité, etc. Et même des blagues qui se font entre eux. Et vous allez aussi, prenez soin d'écouter la façon dont Messiaen place sa voix, comme un oiseau. Alors vous me direz, à l'époque, les voix étaient placées dans l'aigu. Il y a une idée qui est fausse, à mon avis, c'est que les gens ont des voix plus ou moins graves, que ça dépend des gens. En réalité, les voix sont singulièrement proches. Les femmes mezzo-soprano naturellement, les hommes baryton naturellement. Ensuite, ils deviennent ténors en bossant ou basse profonde en bossant. Les femmes deviennent soprano léger, coloratour en travaillant leurs aigus, ou elles deviennent alto en fumant 5 paquets par jour ou en travaillant leurs graves. Donc en fait, c'est très étonnant, mais hommes et femmes sont à peu près à l'octave l'un de l'autre, disons, en général, sauf quelques exceptions. Et Messiaen, donc, lui, quand il parle aigu comme ça, c'est parce qu'à son époque, on se plaçait dans l'aigu, plus, comme dans, ici, Londres. Ici, Londres, veuillez maintenant écouter quelques nouvelles personnelles. Vous voyez, on place sa voix plus dans le grave aujourd'hui. Alors, prenez soin d'écouter la façon dont Messiaen place sa voix et notez aussi l'élégance de Messiaen, avec beaucoup de couleurs, comme les oiseaux. Et toujours le col de la veste à l'extérieur, ramené au-dessus de la veste, le col de la chemise au-dessus de la veste, qui considérait que c'était le summum de l'élégance, donc il le faisait tout le temps. Alors évidemment, il faut que je... Il éclate tout d'un coup brusquement. La seconde strophe. En fait, le début c'est « Et voici le rossignol ». Il va nous parler du rossignol et des batteries. Les batteries, ça veut dire le fait de répéter 2 notes. Toti, 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 toti. Une batterie, c'est ça en musique, c'est pas simplement l'instrument qui fait de la batterie. Et voici le rossignol. Il éclate tout d'un coup brusquement. La seconde strophe, ce sont des batteries sur 2 sons très célèbres. Tico, 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 tico. Ensuite, dans le grave, un timbre mêlé clavecin et long qui fait tchou, 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 tchou. Voici le râle de Genet. C'est étrange ce rythme iambique, brève, longue, que l'on entend dans les hautes herbes de la prairie. C'est lui, il fait. Et puis, des notes répétées
qui se termine par un torpulus victorieux. La Borex. Et enfin, des sons lents, lunaires, lointains, on croirait que ça vient d'une autre planète et que l'oiseau est parti bien loin ailleurs. Et puis tout d'un coup il est là et il y a une phrase formidable et très rapide pour finir et très forte. Voilà, et donc j'en ai terminé avec Messiaen. Avant de laisser la place à nos musiciens, etc., je voulais juste vous signaler, ce qui n'a rien à voir, mais je profite que j'ai sorti 2 livres presque en même temps récemment. L'un sur un thème très très cher à Messiaen, parce que Messiaen était obsédé par l'Apocalypse toute sa vie, ce qu'il appelle la fin du temps. Ce roman donc, qui est sorti hier s'appelle Apocalypse blanche. Et c'est un roman, pour ceux qui aiment la montagne, d'alpinisme de science-fiction, qui imagine une époque où des montagnes s'élèvent après des séismes jusqu'à 16 000 mètres d'altitude. Et ça engendre voilà, de nouveaux défis pour les alpinistes. Et d'autres choses, c'est aussi un polar. Je vous le recommande parce que c'est mon livre le plus facile d'accès et je dirais récréatif, amusant. J'ai pu écrire. Il y a un autre bouquin, un autre roman qui sort le 8 novembre, qui s'appelle Les Nombres d'Arsène, et qui parle de comment, c'est un petit conte, comment arriver au bonheur finalement, quand on est quelqu'un qui voit les nombres dans la nature. Bon. Le point commun entre ces livres, à part que je les ai écrits tous les deux, c'est qu'ils utilisent des sons justement et de la musique par petites touches comme ça pour ajouter des affects étranges dans le texte. Et puisqu'on était dans le thème des animaux, Apocalypse blanche, lui, chacun de ses chapitres a un nom d'animal, justement. Façon de dire que les animaux, d'après moi, sont un peu toujours vus comme la 5e roue du carrosse, alors que ce sont eux qui tirent le carrosse, quelque part. Ils sont comme finalement des êtres non seulement toujours sous-estimés, mais estimés de façon inverse de la façon dont on devrait pouvoir les estimer. Et le fait que bientôt il n'y ait plus de rhinocéros à cause de trafic, vous savez, et de médecine traditionnelle chinoise par exemple, plus d'éléphants, ou qu'il y ait des fermes de lions en Afrique où les lions sont élevés dans des conditions effroyables, on peut considérer ça comme des sacrilèges inédits dans l'histoire de l'humanité et dont on peut se demander comment il est possible d'en être arrivé là. Donc voilà, j'en termine avec cette note terrible et je vous remercie pour votre attention.